La question de la justice est sans doute la question la plus essentielle de notre humanité. La plus essentielle parce qu'elle se pose déjà l'une des premières questions qui nous vient lorsque nous sommes enfants, c'est évidemment une question qui porte sur l'injustice que nous pensons avoir subie. Il est absolument rare, pour pas dire impossible, de rencontrer un enfant qui n'ait pas une fois crié « c'est injuste ». On a l'impression, très sincèrement, que cette première expression, cette première exclamation, déclenche dans la vie de l'enfant quelque chose et déclenche une véritable réflexion. Alors une fois, évidemment, passé le mécontentement, la peine, la désillusion, ou peu importe, mais en tous les cas, à un moment donné, il va réfléchir, il va s'interroger pour savoir si, évidemment, pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi il est puni quand il n'a rien fait, comment se fait-il que les autres ne se soient pas dénoncés s'il a été puni à leur place, etc. Donc, il y a une véritable réflexion qui se met en place, et qui se met en place à peu près au moment de l'âge de raison. Et je crois que ce n'est pas un hasard, parce qu'en réalité, la justice, comme le représente le symbole même de la balance, la justice se figure par deux plateaux qui doivent évidemment s'équilibrer. Et ça veut dire qu'il y a un rapport entre deux plateaux. Et ce rapport montre bien que la justice est au cœur du travail de la raison. Donc il est tout à fait naturel et normal que les enfants prennent conscience en réalité d'eux-mêmes, prennent conscience de cette grave question qu'est la justice, à peu près au moment où ils entrent dans cet âge de raison, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont capables de poser des relations entre les choses, donc une relation entre à la fois ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont reçu, soit comme récompense, soit comme sanction. Donc la raison étant de la faculté qui, en l'homme, établit des rapports entre les choses, eh bien, la raison se retrouve au cœur même de la justice, voire même il n'y a pas de réflexion sur la justice possible sans raison. C'est pourquoi l'enfant ne se trouve pas injustement traité avant que de raisonner. Donc c'est parce qu'il commence à raisonner que tout d'un coup, évidemment, il se trouve capable de mesurer les rapports entre les choses, et notamment les rapports entre les actes et les punitions ou les récompenses qu'il peut en recevoir. Et je crois qu'un enfant qui reçoit une récompense alors même qu'il n'a rien fait, il le sait pertinemment. Ça ne veut pas dire d'ailleurs pour autant qu'il la refuse, cette récompense, mais en tous les cas, s'il l'accepte, il sait bien qu'il ne la mérite pas, il sait bien qu'elle ne lui revient pas, et qu'elle reviendrait nécessairement plus justement à quelqu'un d'autre. Donc il peut aussi être conscient qu'il est injuste. C'est un petit peu ce que Rousseau nous raconte, précisément lorsque il nous raconte que quelqu'un d'autre a été puni à sa place, ce qui représentera à ses yeux, bien évidemment, un remords pratiquement éternel, du moins si l'on peut en croire les textes de Rousseau des rêveries du promeneur solitaire. Voilà. Donc, il y a une raison qui se déploie chez les enfants autour de l'âge de 6 ans, parfois un peu plus tôt quand ils sont précoces, et cette raison, eh bien, déclenche immédiatement une analyse des situations, une analyse de leur existence, et quand ils voient qu'il n'y a pas de rapport entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils en reçoivent, eh bien, évidemment, ils crient à l'injustice. Ce qui pourrait d'ailleurs poser une question absolument passionnante pour le philosophe, c'est de savoir si en réalité nous sommes sensibles ou nous sommes curieux ou nous sommes intéressés par la question de la justice parce que nous sommes rationnels, ou est-ce qu'en réalité nous ne sommes pas rationnels parce que nous sommes évidemment sensibles à la question de la justice. Sommes-nous rationnels parce que nous sommes habités par une idée de justice, ou sommes-nous justes parce qu'en réalité nous sommes habités par une raison? Voilà. Évidemment, la perspective que nous pourrions porter sur l'humanité ne s'en trouverait pas tout à fait la même. Si l'homme est d'abord rationnel et inquiet des questions de justice parce qu'il est rationnel, ce n'est évidemment pas le même homme qui se présente à nous si la relation se fait dans l'autre sens, à savoir si nous sommes d'abord habités par une idée innée de la justice, et qui se manifeste à l'occasion de cette mise en marche de la raison,
qui, je vous le rappelle, présuppose bien évidemment que nous disposions d'une langue et de la maîtrise d'une langue. Voilà pourquoi, en réalité, l'âge de raison apparaît plutôt aux alentours de 5-6 ans, parce que pour bien raisonner, il faut maîtriser une langue et être capable de poser dans des mots des relations entre les choses et de maîtriser un certain nombre de connecteurs logiques. Voilà, si P alors Q, voilà, ça présuppose malgré tout pas seulement une raison, mais la maîtrise d'une langue. Voilà. Donc ce premier point est absolument essentiel et je crois que c'est pour cela que la justice nous intéresse au plus haut point, c'est qu'en réalité elle est la première expérience que nous faisons de notre humanité. Et peut-être bien que les psychologues verraient d'ailleurs dans cette première expérience de la justice l'une des façons ou l'un des premiers coups de canif portés dans le cordon ombilical. Voilà, symbolique évidemment, nous sommes tous attachés à nos parents, les enfants commencent leur existence dans une espèce d'immersion dans le monde et dans une espèce de symbiose ou de communion avec leurs parents, essentiellement leur mère d'ailleurs pour la plupart du temps, et évidemment cette première apparition d'une injustice les pose comme un individu séparé, surtout s'ils subissent une injustice de la part de leurs parents. Voilà, il y a sans doute dans cette première expérience de l'injustice quelque chose de symbolique, de très puissant qui se produit et qui se passe, qui pourrait d'ailleurs trouver un écho dans cette espèce de texte formidable de la Genèse biblique où précisément Adam et Ève se retrouvent aussi chassés du paradis terrestre parce qu'ils ont accompli un acte interdit, donc ils sont punis, et peut-être que dans cette punition, ils prennent conscience, eux aussi, comme un enfant, qu'ils sont évidemment sensibles et inquiets autour de la question de la justice. Eh bien, je crois que cette première expérience qui se passe chez les enfants est une expérience fondatrice d'humanité, et qu'elle ne nous quitte plus ensuite. Nous sommes de toute façon d'une vigilance extrême depuis notre enfance sur les questions de la justice. Voilà. Il restera évidemment, pour commencer cette réflexion, après avoir pris conscience de cette marque, de cette destination de l'humanité qui s'ouvre dans notre enfance, à savoir cette destination d'un homme qui cherche à établir dans sa vie et nécessairement dans le monde dans lequel il vit et il habite, un monde plus juste, parce qu'il y découvre sans cesse l'injustice, eh bien, une fois qu'on prend conscience de ça, il faut évidemment essayer de savoir ce qu'est cette justice et comment elle se définit. Pour définir la justice, il faut commencer par essayer de remonter à l'origine de son questionnement. C'est toujours important de savoir où la réflexion a proprement commencé. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile d'établir l'acte de naissance de la réflexion sur la justice, mais en tous les cas, il n'est pas complètement faux, pas complètement idiot de la faire remonter à l'œuvre de Platon, comme d'ailleurs la plupart des grandes questions philosophiques, puisque cet immense philosophe qui passe pour être le père de la philosophie, à juste titre, me semble-t-il, eh bien, a ouvert bon nombre des questions avec lesquelles les philosophes et l'histoire de la philosophie s'est largement et longuement débattue après. Alors, comment se pose cette question chez Platon ? Eh bien, elle se pose d'une façon qui nous concerne au plus haut point, parce que le jeune Platon est, comme la plupart d'entre nous, un jeune citoyen. Alors, il est appelé lui-même à entrer dans le gouvernement de la cité athénienne, mais c'est pas ça là, qui est tellement important. Ce qui est important, c'est que c'est un jeune Athénien assez fier de son époque, aussi fier de la cité athénienne et de la culture athénienne que nous pouvons l'être de notre République. Enfin, quand on regarde un peu la façon dont nous regardons nous-mêmes, la très haute opinion que nous pouvons avoir de nous-mêmes et de notre République et de ses valeurs et de l'universalisme de la pensée républicaine française ou de la Révolution française, eh bien, je crois qu'il y a dans cet amour et cette fierté qui nous habite, bien sûr, quelque chose qui nous rapproche étrangement du jeune Platon. Le jeune Platon est un jeune Athénien absolument fier de la cité athénienne, peut-être même plus fier encore de sa cité que nous le sommes, nous, de la France et de son histoire. Mais enfin, il y a là quelque chose qui nous rapproche de lui. Or, ce jeune Platon
a aussi un maître de philosophie qu'il vénère, c'est Socrate. Socrate, pour Platon, c'est sans doute l'homme le plus formidable, le plus intelligent, et surtout le plus juste, l'homme qui est moralement exemplaire. Or, il se trouve que Socrate va être arrêté parce qu'il a quand même quelques déconvenues avec les sophistes, qu'il critique beaucoup, dont il se moque d'ailleurs largement, et les sophistes évidemment n'aiment pas tellement ça. Donc ils vont fomenter non pas un complot, ne soyons pas complotistes, mais ils vont, oui, quand même essayer de faire en sorte que Socrate leur fiche un peu la paix, et donc ils vont s'arranger pour qu'il soit arrêté, jugé et condamné à mort, et bien évidemment exécuté sous l'inculpation de détournement de la jeunesse. Socrate est accusé de détourner la jeunesse de ses devoirs. Voilà. Alors, bien évidemment, le jeune Platon n'en revient pas. Il tombe de sa chaise, comme on dit. Pourquoi il n'en revient pas? Eh bien parce que, fier de sa cité, il pensait bien évidemment que Athènes était une cité au sommet de la culture, une cité irréprochable, la cité même dans laquelle la justice triomphait, dans laquelle la justice régnait. Or, évidemment, si on pense que Athènes est une cité juste, eh bien on le pense du coup parce que ses lois sont justes. On pense qu'il n'y a pas l'ombre d'une injustice dans ces lois, mais bien au contraire que ces lois rendent à chacun ce qui lui revient et qu'elles sont parfaitement justes. Or, comment des lois justes peuvent-elles condamner ou permettre de condamner à mort l'homme le plus juste? Voilà quelque chose qui ne peut pas rentrer dans le raisonnement de Platon. En d'autres termes, la raison, là, immédiatement s'insurge, la raison proteste, parce que d'un côté, si vous mettez ce que Socrate a fait, eh bien au contraire, vous devriez avoir sur l'autre plateau de la balance pour qu'elle s'équilibre, une louange, une récompense. Athènes devrait bien plutôt construire des statues à Socrate, donner à Socrate des noms de lycées, des noms d'écoles, des noms de rues, comme nous pouvons le faire pour tous nos grands hommes. Or, c'est pas du tout ce qui se passe, bien évidemment. Dans le plateau de la balance, on met Socrate qui essaie d'instruire et d'ouvrir l'esprit de la jeunesse, et de l'autre, on met un crime abominable qui le condamne à mort. Donc, cette espèce de disproportion, cette espèce de décalage, d'impossibilité d'équilibrer à la fois ce que Socrate a fait et la peine qu'il en reçoit, eh bien, déclenche chez Platon une espèce de cri, comme n'importe quel enfant. Il va s'écrier, mais c'est absolument injuste. Voilà. Donc, il ne va pas se contenter de crier en même temps, parce qu'il n'est plus tout à fait un enfant non plus. Il va immédiatement, et c'est là peut-être la pierre fondatrice de la philosophie, il va immédiatement entrer en réflexion. C'est-à-dire qu'il va se poser la question suivante: comment des lois censées être justes peuvent-elles néanmoins commettre une telle injustice que la mise à mort de Socrate? Et alors là, bien évidemment, la réponse doit surgir et s'impose. C'est qu'en réalité, Platon va comprendre, et c'est sans doute là le problème fondamental de la philosophie qu'il nous laisse, le problème le plus aigu, le plus difficile de toute l'histoire de la philosophie ultérieure, difficulté avec laquelle la philosophie ne cessera de se débattre depuis Platon, c'est bien évidemment qu'il faut ouvrir et poser la question, et sans doute ouvrir la différence entre le droit et la justice. Si Platon, le jeune Platon, s'imagine que les lois athéniennes sont justes et que néanmoins ces lois mettent et commettent un crime abominable et une injustice insupportable en condamnant Socrate à mort, eh bien c'est que la justice des lois, c'est-à-dire le droit même, le droit athénien, a évidemment une proportion, une disproportion, une béance incroyable s'ouvre entre le droit athénien et la justice, à tel point qu'on peut même se demander si ce droit est juste. Enfin, est-ce que la loi qui condamne Socrate à mort est juste? Eh bien, la réponse de Platon est bien évidemment qu'elle ne saurait être juste, et donc que ces lois ont en réalité toute l'apparence de la justice, du moins tant qu'on y croit, mais que réellement et concrètement, elles s'écartent
elle s'écarte de la justice de façon abyssale, à tel point qu'un fossé s'ouvre entre la législation athénienne et l'idée même de la justice. Alors, bien évidemment, d'une certaine façon, la tragédie précédant la philosophie, dans l'histoire, cette idée, peut-être que Platon en a trouvé une espèce d'inspiration dans cette tragédie formidable que Sophocle avait écrite, c'est-à-dire Antigone, et dans le mythe d'Antigone, dans le mythe de cette jeune fille, évidemment, qui veut à tout prix enterrer son frère, et enterrement et sépulture que son oncle Créon, le tyran, lui interdit parce que son frère s'est retourné contre la cité. Voilà, et donc on ne peut pas donner de sépulture aux traîtres et à ceux qui ont levé leur glaive ou leur arme contre la cité, hein, une espèce de perte de la nationalité, si vous voulez, qui la rapproche encore une fois cette question de notre temps, parce que les questions finalement ne changent pas tellement à travers notre temporalité. Voilà. Eh bien, Antigone va voir son oncle dans une scène absolument magnifique de cette tragédie de Sophocle, pour l'interroger et lui faire reproche de sa décision, à savoir que tout d'un coup, Créon, voilà, légiférerait là où les hommes n'ont pas à légiférer, c'est-à-dire que Antigone va rappeler à son oncle qu'il existe des lois non écrites, et que ces lois non écrites, bien évidemment, les hommes ne peuvent pas entrer en contradiction avec ces lois non écrites, c'est-à-dire avec la loi divine, avec la loi même de l'ordre des choses. Il est dans l'ordre des choses. C'est une obligation qui incombe à tout être humain et qui émane ou qui s'impose à nous du haut d'une justice supérieure que nous n'avons pas concoctée, mais dans laquelle évidemment nous vivons, c'est-à-dire qu'il faut enterrer ses morts. C'est d'ailleurs là que commence l'humanité, par la sépulture. Et donc lorsque Créon interdit à Antigone d'enterrer son frère, eh bien il vient comme piétiner les plates-bandes qui sont réservées logiquement à la divinité. Il outrepasse les prérogatives de l'être humain, et donc il essaie de faire croire qu'il n'y a pas de justice divine et que la justice des hommes se réduit à la légalité, c'est-à-dire aux lois que les hommes peuvent décréter, et que quand ils font les lois, les hommes n'ont pas du tout à se demander si elles sont conformes ou en conformité avec les lois divines, puisque précisément il n'y a pas pour Créon de loi divine. C'est une question évidemment intéressante parce que c'est une question dans laquelle nous nous retrouvons. Je crois que dans nos parlements, il n'est pas non plus tellement fait référence aux lois divines, et lorsque l'Union européenne a refusé qu'il soit fait mention des racines chrétiennes de l'Europe, il y avait quelque chose de cet ordre-là dans cette mise en place de la communauté européenne, qui ne refuse d'avoir une quelconque référence envers la divinité, laissant évidemment entendre qu'il n'y a pas d'autre législation que la législation que les hommes sont capables de faire. En d'autres termes, Antigone préfigure d'une certaine façon la réflexion platonicienne qui ouvre une béance entre la question du droit et la question de la justice. Voilà, c'est donc sur ces deux questions que nous reprendrons cette interrogation.